Bonsoir à tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être nombreux là à écouter donc ce compte rendu. Compte rendu d'audience. Marie-Ange, on va donc attendre que le coron soit atteint avant de commencer ce compte rendu d'audience. L'audience donc d'hier, 19 août 2024, elle est où? Demandez-lui qu'est-ce qu'il veut passer là. Je fais, ok, je suis en train de faire un direct. Dis-lui de venir. Donc, on va faire donc un compte rendu d'audience rapide. Que le courant soit atteint avant qu'on lance au direct, donc dans quelques minutes. Je suis en plein direct là, c'est pas, on peut se voir, on fait comment? On peut se voir demain. Je veux te montrer comment on a fait, ce qu'on a fait, un tir, deux coups. Non, je suis en plein direct. Demain matin. Demain matin, non, tu viens tôt. Oui, c'est tôt. Merci. Sorry. Il y avait... On attend que le courant soit atteint. Marie-Ange, donnez-moi un verre là. Un verre. S'il te plaît. Nous allons donc faire un compte rendu de notre audience, de l'audience criminelle d'hier. Une très longue audience. Voilà. Une très longue audience qui a occupé toute la journée. Et je vous prie de noter que c'est une audience qui va marquer un tournant dans ce procès. Excusez-moi. C'est une audience donc, qui va marquer un tournant dans cette affaire. Evening, Serge. Serge Christian, evening. Good evening. Nous sommes donc à, je crois, la 6e audience. Si je me trompe, je vais vérifier. J'ai manqué une audience, bon, qui n'était pas si importante que ça. Et hier, lundi 19 août 2024, à 10h13, le président Missé a donc ouvert l'audience et nous avons assisté à une journée intense de débats judiciaires. Des débats sur les droits de la défense, certes, mais les débats sur la nécessité d'appliquer la loi, le droit. Je voudrais dire que vous qui n'étiez pas là, c'était très instructif. Très instructif. J'espère que je me fais attendre parce qu'il faudrait que je m'assure d'abord que... est-ce que vous me suivez bien? Est-ce qu'on peut confirmer que tout est OK? Pour toutes les autres questions de distraction et autres, je vous prie d'attendre que je termine d'abord ce compte rendu d'un procès important qui marque une histoire, une période importante de notre histoire. Voilà, très bien, merci beaucoup. Comme vous me confirmez que c'est bon. Mesdames et messieurs, donc, le président du tribunal militaire a ouvert le débat hier. Débat donc l'affaire ministère public
contre Dangwe, Eko, Amorubelinga et le reste. Je dois d'abord observer que à l'entame de cette audience, curieusement, avant même, après qu'il a salué et qu'il a présenté, convoqué à la barre les accusés et cherché à identifier les avocats de toutes les parties, il y a eu une longue période de concertation dans la collégialité qui dirige le procès. Moment curieux qui, pour nous, le public, augurait quand même de quelque chose d'important pour la suite. Donc, après ce moment, le président a rappelé l'objet du renvoi de la dernière fois, à savoir la notification de l'arrêt de la Cour d'appel au tribunal et le rétablissement du dossier au tribunal, au greffe du tribunal militaire. Bien évidemment, le président a donné la parole au commissaire du gouvernement, mais avant cela, il a observé l'absence de certains avocats des accusés. Certains avocats des accusés, notamment quelques-uns, Ebo Clément, Le Noir, Bakawe Justin, Serge Savon Martin, Ngele. Bon, bref, il y avait un ensemble d'accusés qui n'avaient pas leur avocat dans la salle. Mais tout de suite, le bâtonnier Chungang a pris la parole, a dit en vertu des articles 359, la priorité, le déroulé d'un procès, c'est que on identifie l'accusé, on lui notifie les charges, on lui demande s'il a un avocat qui va... On lui demande d'abord s'il plaide coupable ou non coupable, et on lui demande s'il a un avocat. Donc, la question donc, de l'assistance des accusés ne se posait pas d'après lui. Cette réponse donc, a valu que un petit froid dans la salle, et le commissaire du gouvernement à qui il y a d'abord eu l'affaire de l'intervention de l'avocat Kalfan Gassop, qui a convoqué les articles 447 et pour dire en fait que à la suite et prenant le contre-pied des arguments du bâtonnier Chungang, qu'on ne devrait pas ouvrir les débats s'il n'y a pas les avocats des accusés, que ce serait une violation de la loi, que les articles 437 instruisent que les parties doivent être notifiées. D'abord, que les parties doivent être notifiées de la décision de la Cour d'appel. Parce que si les parties ne sont pas notifiées de la décision de la Cour d'appel, ça viole les textes, les dispositions réglementaires et légales en la matière. Donc, lui pensait qu'il n'était pas temps, il n'était pas urgent, il n'était pas recommandable de commencer le procès. Et le commissaire du gouvernement est venu, il est intervenu pour dire que il y a certes ces exigences légales suivant lesquelles un accusé qui encourt la peine de mort, la peine capitale, devrait absolument être assisté par ses avocats. C'est une exigence fondamentale du droit de la défense. Mais l'accusation, vu l'évolution, il a observé que le fait que les avocats ne soient pas présents dans la salle fait de responsable de la lenteur que vit le procès. On ne devrait pas, d'après lui, donc, rentrer dans le dilatoire parce que les avocats savaient bien que l'audience est aujourd'hui et qu'il ne comprend pas que les avocats ne puissent pas... Oui.
On va faire le point en paix. Je suis en plein direct. Hein? Je suis en plein direct. On va faire le point en paix. Sorry. Donc, le commissaire du gouvernement a dit donc qu'on ne pourrait pas engager un débat, certes, sans les avocats, mais la responsabilité des avocats est importante en la matière. C'est pourquoi, d'après lui donc, il est question que les avocats ne rentrent pas dans le dilatoire. Parce que si on rentre dans le dilatoire et que les gens, tu sais bien que le procès c'est tel jour et que tu ne viennes pas, bien évidemment, parce qu'il y avait les avocats qui continuaient de venir quand même, hein, parce qu'il était en retard, on a commencé l'audience un peu plus tôt. Donc il a donc demandé que les avocats ne soient pas ceux qui arrêtent, ceux qui limitent le procès, qui donnent l'occasion au procès de durer. Car le public a soif de la vérité. Et il est important que lorsqu'on engage une procédure comme celle-là en matière criminelle, les avocats assistent leurs clients. Surtout dans ce genre de situation où tout le monde, ils sont tous les professionnels du droit et il ne peut pas être question que certains jouent au cache-cache avec l'issue du procès, avec le déroulé du procès. Donc, on a par la suite continué, le commissaire du gouvernement donc, a continué, et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'assistant, l'avocat, une avocate qui assiste Maître Tchunga a pris la parole pour dire que il y a manifestement une intention de prendre le tribunal en otage. Elle est convaincue que ceux qui prétendent être malades ne le sont pas véritablement, mais qu'ils conduisent un agenda caché, qui cache mal leur intention de jouer au dilatoire. Parce qu'ils savent ce qu'il faut pour indiquer au tribunal qu'ils sont absents ou pas. Et ils n'ont plus aucune disposition pour asseoir une stratégie de défense, pour permettre au tribunal d'avancer malgré leur absence. Et bien évidemment, lorsqu'on a 17 accusés, avec autant d'avocats, on ne peut pas s'imaginer que certains ne viennent pas et on arrête le procès parce qu'ils ne sont pas présents. Donc, pour elle, on n'est pas encore dans une phase de jugement pour exiger, suivant les dispositions de la loi, du droit, que les accusés qui encourent la peine de mort soient assistés par leur conseil. Donc pour elle, la question ne se posait pas et que par la suite, on pourrait voir comment les choses évoluent. C'est à ce moment-là que Maître Bouni a pris la parole en disant que non, il rejette les accusations du commissaire du gouvernement suivant lesquelles les avocats sont ceux qui sont responsables des lenteurs et qui sont là, que les avocats sont là tous les jours. Et il ne pourrait pas s'agir de convoquer la responsabilité des avocats dans les lenteurs observées jusque-là. Que c'est un mauvais procès qu'on fait aux avocats. Il y a des obstacles de droit objectifs. Parfois, certains sont graves, certains peuvent être arrangés très rapidement, réglés très rapidement. Mais il y a des obstacles de droit qu'on doit évacuer avant que le tribunal ne puisse statuer, ne puisse notifier les charges aux gens. Que ce n'est pas aux avocats, donc, ce n'est pas le fait des avocats si jusqu'à présent, le tribunal n'a pas cru devoir prendre ses responsabilités. En réalité, pour lui, le tribunal était souverain. Le tribunal est souverain et il devrait prendre ses responsabilités. Que le président fasse ce qu'il a fait et que, certes, l'absence d'un avocat est un obstacle majeur, mais à le côté d'un dossier, mais que le tribunal trouve des palliatifs pour régler cette question-là. C'est à ce niveau-là que Maître Achou a pris la parole pour dire que l'avocature est une corporation et le spectacle, d'après lui, qu'offrent ses collègues qui s'empoignent là pour dire que non, ce n'est pas notre responsabilité, non, les avocats ne doivent avoir leur responsabilité, non. Nous sommes, d'après lui, la corporation des avocats est solidaire et qui devrait donc par conséquent défendre une seule position.
la loi des exigences et il faut absolument qu'on les respecte. Pour lui, vous comprenez que dès le départ, pour lui, pour Maître Chou, on doit renvoyer la cause parce que les avocats n'étaient pas présents, parce qu'il y a des obstacles qu'on doit régler. Maître Chou, je vous rappelle, c'est l'un des avocats, l'un des conseils de la partie civile, c'est-à-dire que la partie de Martinez Zokoro, la famille de la victime. Pour lui, donc, on devait renvoyer la cause tant qu'il faut pour que les affaires, les obstacles, ce qui fait obstacle à l'évolution soit d'abord réglé. L'avocate, la dame qui est aussi parmi les conseils de la partie civile, Madame Zefman, une dame qui vient du barreau de Paris, elle a exigé avec beaucoup de morgue. Je donne mon sentiment parce que quand on la voit parler, elle est vraiment très suffisante. Elle dit non, pour elle, il n'y a pas de précipitation, on doit prendre, même s'il faut prendre autant de temps que ça va prendre. Non, on n'est pas pressé d'avoir l'ouverture des débats. Bref, c'est là où l'assistant du bâtonnier Tchungana a repris la parole. C'est que pour elle, il y avait une préoccupation importante. La question des réquisitions du parquet. Est-ce que le ministère public, quelles sont les réquisitions du ministère public? En ce qui concerne la question des avocats, on a vu que les avocats ne sont pas présents. Mais est-ce que l'absence des avocats justifie que le procès soit arrêté? Elle est surprise. Elle était surprise du fait, de la façon même dont le procès était engagé. Elle ne comprend pas que dans un procès, lorsque le président prend la parole, il dit qu'on ouvre l'audience, tout de suite après, il donne la parole au ministère public. Mais directement, il redonne la parole aux avocats. Elle ne comprend pas cette façon de faire. Pour elle, c'était une façon... le jeu n'est pas clair. Parce que d'après elle, après que le président a donné la parole au ministère public, il doit revenir pour donner les orientations qui méritent d'être données, avant éventuellement, par la suite, lorsque les choses sont claires, de donner la parole aux avocats. On n'a pas encore évolué dans le débat. Tout de suite, on donne la parole aux avocats. Pour elle, ça posait un problème. Cette gestion de l'audience, elle était surprise de cette gestion de l'audience. C'est comme si on ne suivait pas des règles, des procédures normales. Donc, parce qu'après les questions du commissaire du gouvernement, on doit ouvrir les débats. Pourquoi on passe la parole aux avocats? Pour elle, ça ne tenait pas. Il fallait vraiment qu'on rectifie le tir pour que les choses soient un peu plus, aillent un peu plus dans la célérité, c'est-à-dire un peu plus rapidement. Il faut ouvrir la procédure. On n'a jamais notifié les charges. C'est ça qui pose problème. Que avant d'évoquer même l'absence ou la présence des avocats, il faut notifier les charges aux accusés. Parce que le procès n'a jamais commencé d'appel. Jamais. Le procès n'a jamais commencé et ça pose un problème. Est-ce qu'on va passer des années et des années sans ouvrir les débats? On peut, pour elle, notifier les charges et on renvoie pour ouverture des débats. Mais il n'est pas question qu'on reste limité au constat que les avocats ne sont pas présents. Donc, pour elle, ça posait problème. C'est à ce niveau-là que le bâtonnier Tchunga a pris la parole. Et il a expliqué, repris, comme sa consoeur expliquait. Il a précisé en quoi donc il est important pour le tribunal de notifier d'abord les charges. En fait, d'ouvrir le procès. Parce que tant qu'on n'a pas notifié les charges, le procès n'est pas ouvert. Et le tribunal n'a pas besoin de savoir si un accusé a un avocat ou pas au départ. Puisque cette question va se poser au niveau du jugement. Puisqu'il y en a qui risquent la peine de mort
et que la loi impose, suivant les dispositions de l'article 358, 359, il y a un canevas qui doit suivre, le tribunal pour qu'on arrive donc à cette exigence de présence du conseil aux côtés de l'accusé. C'est quand l'accusé viendra à la barre qu'on va tenir compte de cette exigence-là. Mais pour le moment, les accusés ne sont pas encore à la barre. Il faut qu'ils collent à la loi d'après lui. Et d'après lui, donc, le commissaire du gouvernement ne devrait pas continuer à taper sur les avocats parce que, en fait, les avocats ne font que ça. Et sinon, ça biaise le débat. Parce que d'après lui, le vrai problème se pose au niveau du tribunal. Et ça a été un moment important dans cette audience-là parce que le bâtonnier Tchungan a expliqué qu'il y a des forces en dehors du tribunal. Ce n'est pas les avocats, mais il y a des forces en dehors du tribunal qui imposent, qui freinent le procès. Les quatre fers. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que le procès n'avance pas. Et lorsque les débats vont commencer, lorsque la chose va être ouverte, la boîte de Pandore sera ouverte, c'est-à-dire que le débat, la notification des charges et le début des débats, il va donner preuve à l'appui les mécanismes et les dispositifs qu'utilisent des gens hors du tribunal pour influencer ce tribunal et pour faire en sorte que les choses durent. Donc, il dit donc que comment on ne peut pas évoquer le renvoi déjà. Et il dit que certains même de ses confrères travaillent à ce que les choses soient bloquées. Parce qu'il ne comprend pas que un avocat, supposément faisant partie de la cause, faisant partie du procès, demande un renvoi tout de go, sans qu'on ait même pu analyser les raisons, sans une raison préjudicielle, un obstacle important qui ferait en sorte que le procès soit renvoyé. Donc, pour lui, il était important que le tribunal colle à la réalité, il faut que les inculpations soient notifiées. Parce que tant qu'on ne notifie pas les inculpations, le tribunal est bloqué. Et ça fait l'affaire de ceux qui, par derrière, imposent des freins à l'évolution de ce procès. Maître Njana, par la suite, a pris la parole. Et il a dit qu'il a bien peur que ce qui arrive là soit ce qui est arrivé à Napoléon. Lorsque Napoléon disait que ces avocats méritent qu'on leur coupe 1000 fois la langue. Pour lui, un obstacle majeur est l'absence des avocats dans la salle. Le motif de renvoi, quel était le motif de renvoi? On avait dit que le motif de renvoi, c'était le retour du dossier au greffe. Est-ce que cette formalité a été faite? Le ministère public, d'après lui, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement, doit fixer l'audience, l'auditoire, le public et les parties sur cette question-là. Est-ce que le tribunal de la cour d'appel a notifié au tribunal militaire son arrêt? Est-ce que le dossier a été rétabli au greffe du parquet? C'est la question à laquelle on devrait prioritairement répondre avant toute sorte de débat. Maître Ngosso a donc pris la parole par la suite pour dire que les absents et les retardataires ont tort. Comme lui, il arrive un peu en retard. Il est d'accord avec Maître Njana. Pour lui, comme à l'école, le professeur doit, avant de continuer sa leçon, dire où est-ce qu'on s'est arrêté. Or, là, on se rend compte qu'on est dans une position où on ne sait pas exactement où est-ce qu'il a laissé la leçon, où est-ce qu'on va commencer la leçon. Que le commissaire du gouvernement dise si le dossier est à jour et il est d'accord avec le bâtonnier Tchungan. Nous sommes en phase de mise en état du dossier. Il y a des actes qui doivent être posés et qui ne le sont pas. Donc, il est important que ces actes soient posés pour qu'on puisse évoluer. On a continué donc dans cette lancée-là. Et il dit, les actes qui doivent être posés pour qu'on commence le procès, c'est quoi? C'est qu'on doit notifier les charges.
La notification des charges va déclencher le processus de débat et les autres questions non seront examinées. Le tribunal doit passer à la phase de notification des charges. Autrement, ça devient ennuyeux de venir tous les jours et qu'on renvoie tout le temps sans raison valable. La loi nous permet donc de notifier les charges, de demander s'ils plaident coupables ou non coupables, et de demander par la suite s'ils sont assistés par les avocats et des conseils. Donc, ça ne peut pas, le fait d'être assisté par les avocats et les conseils ne doit pas venir en amont, ça doit venir après, en aval. Maître Liking a pris la parole pour faire des observations pratiques. Si l'on notifie les charges, on fait comment avec le pourvoi? Donc pour lui, la question est là, vous allez comprendre l'importance de cette question de pourvoi. Je rappelle que le pourvoi se posait, c'est quoi? Le pourvoi, c'est que, je commence par le commencement. Les avocats, tous les avocats avaient demandé une copie du dossier de procédure, du dossier d'accusation. Le tribunal militaire a dit niet. Le tribunal a rendu une décision, ce qui a permis donc que les avocats saisissent la juridiction supérieure, c'est-à-dire la cour d'appel. La cour d'appel a dit que le tribunal, le tribunal militaire est fondé à ne pas remettre une copie du dossier. Et que rien n'oblige le tribunal à donner une copie du dossier. Et ce n'était pas un jugement avant d'y croire. Vous allez comprendre par la suite pourquoi on dit ça. Donc, c'était une affaire clenchée. Mais quand même, ils se sont pourvus, certaines parties sont pourvues à la Cour suprême pour aller revendiquer encore le document. Ils ne sont pas satisfaits. C'est leur droit. Mais Maître Liking dit que on ne peut pas donc continuer le débat. On ne peut donc pas continuer, ouvrir les débats, notifier les charges, alors que le pourvoi est pendant à la Cour suprême. Vous allez comprendre que par la suite, comment cette affaire-là, cette question a été l'une des questions les plus importantes de la journée d'hier. Est-ce que le pourvoi est suspensif? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je vous dis, toute l'école du droit sur cette question précise a été déroulée hier au tribunal militaire. Est-ce que le pourvoi en matière criminelle, est-ce que le pourvoi à la cour, est-ce que quand une partie se pourvoit pour une question précise, il n'est pas satisfait? Est-ce que s'il va à la cour suprême, est-ce que ça arrête alors que le tribunal, la cour d'appel a déjà tranché? Est-ce que ça arrête le procès à l'instance inférieure, à la juridiction inférieure, c'est-à-dire la cour en première instance ou bien la cour au tribunal militaire? Je répète, si on n'est pas satisfait au tribunal militaire pour une question précise, ou bien au tribunal de première instance, et on va à la cour d'appel, on n'est pas satisfait toujours. En matière criminelle, est-ce qu'on doit arrêter parce que tu es parti à la cour suprême, ou bien on ne va pas, on doit continuer quand même le débat? Est-ce que c'était donc ça la question? Donc certaines parties soutenaient que non, le pourvoi bloque les débats. On ne peut plus rien faire, on attend. C'était le cas de Maître Liking. Et les autres, là je dis les autres, toutes les parties, il faut que vous me compreniez très bien. Toutes les parties au procès, la défense comme l'accusation, écoutez bien, hein, c'est curieux. La défense, aussi bien que l'accusation, à l'exception des avocats d'Amourou Belinga. Je répète, à l'exception des avocats d'Amourou Belinga et de quelques avocats, je ne vois même pas. Pour eux, quelques avocats quand même je pense même pas qu'ils soient nombreux, peut-être un ou deux des accusés, les militaires. Tous les avocats ont voulu que le dossier soit bloqué et que le débat ne s'ouvre pas. Donc, Maître Liking a dit que c'est le cas. Le dossier n'étant pas revenu. Pour eux, le dossier n'est pas revenu parce que pour eux, le dossier, on ramasse le dossier, on va avec ça à la cour d'appel. Après, quand on va faire le pourvoi, on ramasse encore le dossier, bon, pour lui, dans sa tête, ce n'était pas le cas. Hein. Bon, mais c'est une stratégie de défense. Pour lui, donc, le dossier n'est pas revenu et que ils n'avaient pas été notifiés eux-mêmes, les parties prenantes. Et il rappelle que la violation, suivant les articles 3 du Code de procédure pénale, la violation d'une disposition de la loi vaut annulation.
des charges. Donc, si on viole un droit de la défense, ça vaut annulation du procès. Donc, il faut éviter dans ce cas-là, d'après lui. Maître Kemoy Joseph donc, a juste dit que l'impérium du président devait donner la direction des débats. Il y a des préalables qui devraient être satisfaits et il est important que le tribunal se saisisse et décide. Il faut, d'après lui, donc, les rares personnes qui soutenaient donc cette position qu'il faut que le dossier avance. Il a donc dit qu'il faut qu'il passe à la vitesse, à la seconde étape. Non, justement, là je comprends parce que il a dit que il y a un obstacle. Le fait qu'on ne puisse pas avoir le point de vue de la Cour suprême sur cette question précise, et il se pose la question, est-ce que ça vaut donc la peine de passer à une vitesse supérieure alors que les avocats des accusés ne sont pas présents. Donc pour lui, ce qui était important, beaucoup plus, qui pourrait justifier le renvoi ou bien la suspension des débats, c'était que les accusés n'avaient pas leur conseil à leur côté, alors qu'ils encourent la peine de mort, ce qui viole les dispositions de la loi, notamment du code de procédure pénale. Le procès étant assez délicat d'après lui, il faut donc que les obstacles de droit soient évacués complètement. Il ne doit pas faire du chantage affectif. On ne doit pas faire du chantage affectif au président du tribunal, c'est-à-dire au tribunal. Il faut vraiment que les choses soient faites dans les normes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on arrête le procès, on attend que les accusés aient tous leurs avocats et que le dossier revienne, d'après lui, au greffe. Position qui a été aussi soutenue par Maître Mani, qui a dit que non, on doit attendre le dossier de la Cour d'appel. Et il a donné aussi une autre doléance au président. C'est que l'absence des avocats, de beaucoup d'avocats, c'était que les gens n'étaient plus habitués à l'heure qui a été retenue ce jour-là. C'est-à-dire que les gens savaient que le procès commence à 11h. Donc d'après lui, il fallait que le président donne une heure fixe à partir de laquelle on doit commencer le débat et que les gens s'arrangent pour qu'ils soient là à cette heure-là. Maître Achou a repris la parole pour dire que l'interprétation du code ne doit pas se faire de manière isolée. Le code ne doit pas se lire de manière isolée. Il faut combiner les articles pour mieux les comprendre. Parce que les gens qui s'intéressent sur les articles 338 et 417, il faut comprendre qu'ils sont liés. On va revenir sur ça parce que c'est des textes, des articles qui ont été beaucoup commentés tout au long de la journée. Un assistant de Maître Chungang, je ne vais pas donner tous les noms, c'est là on doit aller plus vite. Un assistant de Maître Chungang a donc pris la parole pour dénoncer ces obstacles créés de toutes pièces pour faire durer le procès. D'après lui, il y a des désirs inavoués. Les avocats censés défendre des clients accusés font tout et ils s'en vantent pour faire en sorte que le dossier piétine, que le procès ne s'ouvre pas. Et on comprend donc d'après lui qu'il y a des choses qui se cachent. Et pour lui, il faut dénoncer cela et il le fait. On ne peut pas avoir des avocats commis pour défendre les accusés qui sont enfermés à Koningui et que les avocats prennent quand même sur eux de défendre la position suivant laquelle on ne devrait pas faire évoluer le dossier. Pourquoi un avocat qui est absent ne peut pas se faire substituer par un collègue? Pourquoi devrait-on arrêter un procès parce que des avocats ne sont pas présents dans la salle? Il faut donc que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires sur deux aspects. Le commissaire du gouvernement devrait se prononcer, et c'est ça que le président lui a demandé, sur les motifs de renvoi. Deux questions. Est-ce que le tribunal militaire a été notifié de l'expédition de la cour d'appel? Est-ce que le dossier a été rétabli?
le commissaire, avant de répondre, le commissaire donc, du gouvernement a été interrompu d'abord parce que le président lui a dit de répondre à ces deux questions-là. Il a été interrompu par Maître Mbouni, qui a précisé que l'article 338 fait une différence nette entre l'ouverture de l'audience et l'ouverture des débats. C'est-à-dire que c'est clair. Et il donne le processus. En fait, Maître Mbouni savait bien qu'il y a quelque chose, il y a un anguille sous roche, qu'on ne peut pas conditionner l'ouverture du débat à la présence des avocats. Bon, mais il y avait tout un jeu qu'on pouvait comprendre difficilement. Donc, à la fin, le commissaire du gouvernement a dû répondre aux nombreuses interpellations. 1. Est-ce qu'il a été notifié? 2. Est-ce que le dossier a été rétabli au greffe chez lui? Sur la question 1, il a dit que le dossier, il a dit que la cour d'appel lui a notifié le 1er août 2024 à travers la lettre numéro 858 du 1er août 2024. La cour d'appel lui a donc notifié la décision qui déboutait donc. Débouté, c'est-à-dire que les parties qui l'ont sollicité n'ont pas raison. Par la même occasion, dans cette lettre, dans cette notification de l'expédition, il y a une lettre qui était annexée et qui indiquait qu'il y a certaines parties au procès qui sont pourvues en cassation, notamment les accusés Eko, Dangui Justin, Ebo Clément Jules, les conseils et les ayants droit, les feux Martinez et l'État du Cameroun. Remarquez que l'État du Cameroun s'est pourvu en cassation. En ce temps-là, l'État du Cameroun s'est pourvu en cassation en tant que partie civile. Vous voyez tout à l'heure, quand je vais avancer dans le débat, vous allez voir que la qualité de partie civile lui est contestée. Tu ne peux pas dire maintenant que tu es partie civile, alors que ce sont l'État du Cameroun, c'est qui? C'est la DGRE. Donc, elle a voulu jouer au cache-cache, un jeu bizarre de cache-cache avec le tribunal militaire en disant que nous voulons être partie civile parce que nos gens ont agi, on ne sait pas qui ils ont fait des réunions clandestines là-bas, la DGRE, ça ne nous concerne pas. Le tribunal a tranché plus tard que non, la votre affaire là, ça ne tient pas. Vous êtes l'État, est-ce que l'État peut se prévaloir de ses propres turpitudes? Moi, j'interprète. Comment vous faites dire que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe alors que les choses se passent au cœur de la DGRE? Donc, ça, le président donc, a dit donc, les deux motifs étant évacués, est-ce qu'on peut avancer? Non, il y a eu une interruption de maître Kemwe qui dit que d'après l'article 435, il faut notifier aux parties cette lettre. Et la lettre a indiqué les parties qui ont fait pourvoi. Donc pour lui, il est à l'instant en train de formuler une demande de sursis à statuer. Donc, séance tenante, lorsque le président le commissaire du gouvernement a confirmé que le dossier est revenu et que non seulement la cour d'appel a notifié, mais en plus le dossier est revenu. Donc, Maître Kemwe a dit non, là, séance tenante, je fais une demande de sursis à statuer, qu'on arrête d'abord tout. Parce que on ne peut pas dire qu'on va se pourvoir à la cour suprême et on ouvre le débat. Pour lui, ça ne peut pas tenir. C'est donc là où ça a commencé. L'affaire que on ne peut pas continuer le débat. Est-ce que le tribunal militaire est fondé à continuer les débats? Puisque la partie, toutes les parties ont été déboutées, ont perdu à la cour d'appel. Est-ce que, comme le dossier est revenu, est-ce qu'on doit donc continuer le débat ou bien on doit attendre? Comme ils sont partis à la cour suprême, on doit attendre. Et pour lui, donc, il a mobilisé toute une littérature pour dire aussi bien au niveau du code d'instruction civile, le code d'instruction militaire, de la doctrine,
le pourvoi en matière pénale est suspensif. C'est là où l'affaire a commencé. C'est-à-dire que Maître Kemoy dit que non, puisqu'ils sont pourvus à la cour d'appel, à la cour suprême, on arrête tout. Donc le fait de se pourvoir suspend tout. Il a développé à travers une longue littérature, hein, le cours d'instruction militaire, la doctrine avec le professeur Jean Pradel, les procédures pénales, son livre sur les procédures pénales. Il a donc mobilisé toute une armada d'arguments pour dire que non, on n'a plus rien à faire là, on ferme d'abord tout, on ferme les portes, on va d'abord attendre carrément 2 mois, 3 mois pour que la Cour suprême se prononce. Parce que pour lui, c'est les voies de recours sont d'ordre public. Quand on vous convoque derrière la question d'ordre public, ça veut dire qu'en droit, dans les questions en matière d'audience, de procès, ça veut dire qu'on doit arrêter tout. Parce que ça perturbe la sérénité des débats. Le parquet ne peut pas intervenir, maintenant il faut que les choses attendent. Pour lui, donc, les voies de recours en matière criminelle sont suspensifs. Sur le droit camerounais, les articles 437 du Code de procédure pénale l'inscrivent comme tel. L'appel suspend l'application du jugement. Il a convoqué d'autres articles 453, 472, bref, un armada d'articles. Et il est revenu sur l'article essentiel du Code de procédure civile qui parlait du pourvoi et du caractère suspensif ou non suspensif du pourvoi. Il a dit, il n'a pas d'effet suspensif. Il a lu l'article 503. Il a précisé que pour lui, ça n'a pas d'effet suspensif sur les cas, tel cas. Il a lu ça. Donc, il a dit que non, le principe est qu'il est suspensif, mais il n'est pas suspensif dans le cas-ci. Bon. C'était très enrichissant, je vous assure. Il a mobilisé un ensemble de théories, même des théoriciens, même des doctrinaires, des théoriciens du droit, avec des articles de Faustin Yé, le pourvoi est suspensif et exécutif. Pour lui, donc, il demande donc une exception. Il soulève une exception. Il demande de sursis à statut. C'était très, je vous assure, c'était très inspirant. Pour moi qui suis un bleu dans le droit, j'ai appris beaucoup de choses. Maître Ngemo est venu par la suite en disant au tribunal qu'ils sont astreints au principe de l'égalité des armes, au principe de l'égalité des armes et du procès équitable. Les Camerounais sont donc en prison sans jugement sur les motifs d'exception, articles 3 et 237. Est-ce qu'il y a une cause préjudicielle à l'instant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui influe sur les compétences du tribunal au point où il ne puisse pas aller plus loin? Il n'y en a pas, d'après lui. Les dispositions de l'article 503 parlent du début des débats au fond. Ça ne concerne pas. On ne peut pas suspendre l'affaire parce que au départ, on a eu une question précise qu'on voulait régler, notamment la question de l'obtention du dossier de procédure. Mais on n'est pas encore allé dans le fond pour qu'on convoque la question donc, de la suspension du pourvoi ou non. Donc les dispositions de l'article 503 d'après lui parlent du débat au fond. Ce n'est pas au début du procès. Tout ce que mon confrère fait est dans le dilatoire. Cette demande, d'après lui, est infondée. C'est l'une des rares parties qui, Maître Guéo là, qui a défendu cette position qui était ferme, qui était la position ferme des avocats des conseils d'Amogoblinga. Il est impératif que les dispositions, suivant les dispositions 500, des dispositions de la loi, notamment les articles 503 du Code de procédure pénale, que les débats commencent parce que le pourvoi n'est pas suspensif d'après lui. Sinon, c'est le dilatoire et c'est une demande infondée. Pourquoi? D'après lui, cette partie n'a rien à perdre. Quand on dit la partie n'a rien à perdre, c'est quoi? C'est que bon, ça c'est son interprétation. Et je ne veux pas dire quel avocat, parce que ça risque peut-être équivoque. Il dit d'après lui qu'il y a des gens là qui savent bien qu'ils sont cuits, qui seront condamnés tôt ou tard, ou bien qui n'ont plus un appel parce qu'ils ont perdu
la personne est morte. Donc, que le procès dure, ça ne dure pas, ce n'est pas important pour eux. C'est pas moi qui parle, hein, c'est l'avocat. Maintenant, l'avocat d'Eko Eko a pris la parole pour dire que, effectivement, c'est l'une des parties. Je peux dire même que c'est les avocats d'Eko Eko, outre les avocats de la partie civile, ce sont ceux qui sont distingués par cette question de suspension, cette question de suspension des débats. Bon, pour faire simple, pour les avocats d'Eko Eko, y compris Maître Zoukou, qui est venu barreau de Bruxelles, il fallait absolument qu'on attende que la Cour suprême vide cette question-là. Je vous rappelle que Eko Eko est l'un des principaux accusés avec Amou Blinga. Non, je répète. Eko Eko est l'un des principaux accusés avec Dangwe. Et par la suite, Amou Blinga, parce qu'on les appelle ainsi. Dangwe Justin, Eko Eko, Maxime et Amou Blinga par la suite. Et les avocats d'Eko Eko et de Dangwe demandent qu'on arrête le procès et qu'on attend que et qu'on ne notifie pas les charges, qu'on attend que le tribunal se prononce. Ce qui met la tension entre eux, les avocats d'Amou-Blinga, qui demandaient qu'on ouvre les débats, qu'on notifie les charges et qu'on voit par la suite la question de l'assistance des avocats ou pas. Que c'est une question qui va se poser par la suite. Donc, les avocats d'Eko Eko ont dit que ils ne peuvent pas comprendre qu'on notifie les avocats actuellement, qu'on doit attendre l'issue du pouvoir. Oui. Parce que s'ils gagnent là-bas, ça peut modifier le sens de la défense. Et pour lui, donc, le pouvoir doit suspendre le fait d'avoir formulé ce pouvoir, doit suspendre donc les décisions du tribunal militaire. Et beaucoup d'avocats d'Eko Eko ont défendu cette position. Parce que pour lui, pour une bonne administration de la justice, il faut attendre l'arrêt de la Cour suprême et le retour du dossier de la Cour suprême. Tous les avocats, il y a une série d'avocats qui sont venus là pour convoquer en même temps les articles 478 et 503 du Code de procédure pénale, du Code de procédure pénale, pour démontrer vraiment avec des arguments parfois difficilement audibles, mais tout aussi intempestifs, que le pouvoir en cassation est suspensif. C'est-à-dire qu'on ne doit rien faire maintenant, on doit attendre. Maître Zoukou est venu encore enfoncer le clou en disant que non, pas dans tous les pays du monde, avec les pays qui sont proches en matière de droit positif du Cameroun, notamment la France et la Belgique, la convocation, le pouvoir en matière criminelle est suspensif. C'est-à-dire qu'on doit attendre que la Cour suprême vide, la Cour de cassation vide, avant qu'on puisse envisager le retour du dossier. Il a convoqué les articles 565 du Code de procédure pénale en France, et aussi le droit belge, notamment les articles 412, où on montre effectivement que le pouvoir en cassation est suspensif. Et aussi dans d'autres pays, notamment, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il a convoqué sur ça. L'avocat de Justin Dangwe a formulé encore d'autres demandes, Maître Mbouni. Et là, ça a donc eu un basculement parce que les avocats de Amou Blinga ont repris les débats en disant que, en démontant point par point les arguments de ceux qui défendaient la position suivant laquelle le pouvoir est suspensif. Ils ont démontré point par point, de manière vraiment avec beaucoup de maestria,
avec beaucoup de tact, avec beaucoup de pertinence, la position suivant laquelle le pouvoir ne peut pas être suspensif. Maître Elisabeth, l'assistante du bâtonnier, elle disait que la demande de sursis à statuer formulée séance tenante par les avocats de la partie civile était impossible à tenir. Ça ne pouvait pas. Et cette demande qui était soutenue par les avocats des co-éco de la question du sursis, qu'on doit arrêter tout pour aller attendre d'abord 2 mois, 3 mois, je ne sais pas combien de temps, combien de mois pour que l'affaire soit réglée. Ça donnait l'impression que les gens aiment bien être en prison, en sécurité en prison. Donc, c'est l'interprétation de ces mots. Hein. Et il dit que l'État du Cameroun, vous-même, l'État du Cameroun lui-même a dit que on doit ouvrir les débats, que le pouvoir n'est pas suspensif. Comment se fait-il qu'actuellement, on vienne ici, les gens qui sont supposés défendre des Camerounais emprisonnés, détenus, sans jugement depuis des mois et des mois, viennent donc dire donc que on doit arrêter. Il n'est pas question, non, d'après elle, d'une question préjudicielle. C'est-à-dire quelque chose qui, si elle n'est pas évacuée, peut entacher la suite du procès. Pour elle, il n'y avait pas de question fondamentalement préjudicielle qui pourrait faire en sorte qu'il y ait une justification de cela, à moins que ce soit des incidents de procédure que les gens veulent avoir. Et pour elle, il fallait donc continuer, que le tribunal ouvre le dossier et notifie les charges. C'est ça qui lui paraissait la chose la plus logique à faire. Et c'est à cet instant que le bâtonnier Tchunga a pris la parole en disant que, bien évidemment, ses collègues ont fait des recherches extraordinaires pour démontrer que le pouvoir est suspensif. Pour lui, pourtant, c'est un chemin sans issue. Sans issue parce que, l'application de la loi dans l'espace, on doit tenir compte de l'application de la loi dans l'espace et dans le temps. 2, on doit tenir compte de la souveraineté pénale, de la souveraineté de la loi pénale. C'est important, ces éléments que le bâtonnier, l'avocat de Amogoubel a mobilisé, parce que c'est des arguments de poids qui ont fait basculer la balance du tribunal. Parce qu'il a démonté toute l'architecture argumentative des avocats de la partie civile, des avocats des co-éco et des Dangwe, pour démontrer que, vous ne pouvez pas aller prendre les choses de l'avant l'indépendance qui ont même été révisées par l'évolution de notre droit pénal et venir plaquer ça ici comme argument pour dire qu'il faut suspendre. 2, vous ne pouvez pas aller importer des lois alors que le Cameroun a sa propre démarche criminelle, en matière criminelle. Elle a le Cameroun a sa souveraineté. Et vous convoquez ça pour maintenant démontrer que le pouvoir doit être formulé, doit être pris en compte exactement tel que l'envisagent les nationalités autres, françaises, belges et autres. Il y a une technique juridique qu'il faut savoir lire, utiliser. Parce que les règles de procédure évoluent dans l'espace et dans le temps. Si convoque par exemple l'article 546, montre que on abroge certaines dispositions de la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on abroge dans ces dispositions, parce que justement, l'évolution en fonction du contexte, en fonction des défis d'une société, on doit réguler le fonctionnement de la justice. Donc, le code d'instruction militaire, on ne peut pas maintenant mobiliser ces articles parce que ça a été abrogé par l'article 546. Le code d'instruction criminelle. Si on n'avait pas de disposition de la décision de la Cour d'appel, on aurait pu convoquer cela, mais la Cour d'appel a constaté que, contrairement à ce qui a été dit, aucune disposition ne permet d'arrêter le procès. C'était clair et net dans l'esprit. Lorsqu'on lit la décision de la Cour d'appel, c'était clair qu'aucune disposition ne permet
d'arrêter le procès. Donc pour lui, c'était une balade intellectuelle, certes élégante, mais qui n'avait pas de fondamentaux de droit qui pourraient faire obliger le tribunal à aller dans ce sens-là. Parce que si on revient à l'article 503, le pourvoi n'est pas suspensif pour tel cas. C'est le cas des exceptions. Mais le principe, c'est que le pouvoir est suspensif. Et pour lui, ça s'explique parce que dans l'esprit du législateur, le législateur camerounais est répressif. C'est-à-dire, quand on te soupçonne quelque chose, quand il y a quelque chose qui se passe, qui a mort d'homme, ainsi de suite, on t'arrête, on te met là-bas en prison et on va chercher les preuves après. C'est le principe, en fait, les mécanismes qui rendent la justice, c'est leur façon d'arbitrer, c'est la politique criminelle. La politique en matière criminelle du pays. Donc, on ne peut pas mobiliser les juridictions, chez les blancs là, pour dire que non. Non, on a une souveraineté nationale en matière pénale qui justifie certains actes du législateur. Donc, on ne peut pas opposer à cette démarche nationale propre à notre pays les démarches répressives d'autres pays. La politique pénale au Cameroun, d'après lui, est une politique pénale répressive. Donc, le citoyen infracteur donc, est traité différemment, que ce soit au Cameroun, en France et en Belgique. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, certains articles du Code de procédure pénale règlent ces questions-là. Et le fait de renvoyer, de mélanger le sursis, le renvoi, la suspension, ça prête à équivoque. Et ça fait que à la fin, les arguments que mobilisent les gens qui veulent qu'on arrête le procès manquent de sérieux. Ça manque donc de sérieux. Parce que certes, l'article est le socle de la protection des droits des accusés et des droits de la défense. Mais cela ne peut pas être mobilisé à tout moment, sans même qu'on ait commencé les débats. À ce stade, donc, Maître Mbouni a rappelé que le pouvoir n'est pas une obligation. Le pouvoir n'est pas une obligation. Donc, on ne peut pas prétendre que parce qu'on s'est pourvu en cassation, on doit suspendre les débats. Ça ne devrait pas se faire. Ce qui n'est pas... on demande de créer l'incertitude. D'après lui, donc, ce qui est en train d'être fait, puisque les gens disent que dans le texte, le texte ne précise pas exactement, ne donne pas toutes les précisions, comme si on avait envie de dire que ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, d'après eux, les gens créent l'incertitude judiciaire pour en fait y mêler leurs agendas cachés. Et d'après eux, supposément même que l'article 503, l'objet du pourvoi, soit ambigu. Non, ce n'est pas suffisant. C'est le juge qui doit interpréter. Sinon, on détourne les arguments pour aboutir au même résultat. Donc, pour lui, les arguments de ses confrères, de ses compatriotes, avocats qui demandent la suspension ou bien l'arrêt de la procédure en attendant que la Cour suprême vide le dossier. Pour lui, donc, ses confrères ne sont pas dans le vrai, ni dans le droit. Pour lui, donc, les effets suspensifs ou non suspensifs, la question des effets suspensifs ou non suspensifs est réglée clairement par l'article 503. On suspend une décision qui fait grief. Or, en l'état, il n'y a pas de grief. Non, on n'a même pas encore commencé le procès. Donc, on ne peut même pas déjà commencer à mobiliser cela. Demander un sursis maintenant n'est même pas possible. Sursis par rapport à quoi? Est-ce qu'on a fait quelque chose qui fait préjudice, qui cause un préjudice à quelqu'un? Non. Donc, pour lui, ce n'était pas tenable. On suspend quoi? Pourquoi? Donc, pour lui, rien n'est suspendu parce que la loi l'interdit. À ce niveau-là, le comité du gouvernement donc, le président du tribunal a repris la parole
il a demandé donc que le président fasse ses observations. Les avocats de la partie civile ont voulu continuer à jouer dans le dilatoire. Je crois que c'est Mike Cachou qui s'est vu taper dessus, taper sur les doigts parce qu'il voulait continuer dans un argumentaire alors qu'il avait déjà parlé longuement. Là, le président lui a tapé sur les doigts et il lui a ordonné de s'asseoir pour laisser que le commissaire du gouvernement fasse ses observations. Et là, le commissaire du gouvernement a été impérial. Hier, il m'énerve souvent. Moi, il m'énerve souvent, moi, en privé. Là, j'écoute mes... Il m'a énervé souvent, en fait. Mais je crois que là, il a été impérial. C'est comme au début de l'audience, lorsqu'il avait pris la parole d'abord au départ, là. C'était quelque chose, mais il y a eu une sorte de flottement ces derniers temps qui fait que j'avais des doutes sur lui. Mais là, hier, il a été magistral dans sa démonstration. Il a démontré en fait que la question du sursis, de la suspension évoquée sous le prétexte que le pouvoir est, est déposé au tribunal, à la Cour suprême, ne tenait pas. La question relative à la notification du dossier de procédure, il a confirmé que le dossier est retourné et que sur les questions de disposition, sur les dispositions doctrinales et les autres, et les principes généraux du droit et la jurisprudence irrelative, il est d'accord avec Maître Tchunga. Donc, d'entame, il a dit le cap que fixe Maître Tchunga, bâtonnier Tchunga, est celui dans lequel il faudrait regarder. Là, effectivement, on a vu déjà comment la décision devait être prise. Et il a dit notre loi est claire sur la question du pourvoi. Tout ce qu'on a, toute la grammaire, toute la littérature qui a été faite n'est pas utile ici. La question relative à l'exception préjudicielle que Maître Kemo convoque en formulant ce sursis, et il ne voit pas quelle est l'exception judiciaire qui pourrait mobiliser pour qu'il puisse arriver à cette conclusion-là. Donc pour lui, le tribunal ferait une faute s'il suivait Maître Kemo. La direction à suivre, c'était celle définie par le bâtonnier Tchunga. Donc, il a convoqué même son expérience personnelle dans sa formation en disant que il faut souvent toujours se référer au texte suivant la prescription de son professeur Zipizoué. Et à ce niveau-là, il dit Maître Mbouni a convoqué l'article 473, 474, 503. Mais il évite de prendre position. Si on lit bien l'article 507, ça concerne un jugement de fond. Et il a mis du bémol dans le cadre de la légistique. Parce que pour lui, il y a un bémol. Il y a 3 conditions pour qu'on puisse avoir les effets suspensifs du pourvoi. 1. Il faut une décision avant 10 droits. 2. Il faut un conflit de compétences. 3. Il faut une contradiction des décisions. Une contrariété des décisions. Voilà les 3 conditions, je rappelle. 1. Il faut une décision avant 10 droits. 2. S'il y a un conflit de compétences. 3. S'il y a une contrariété de décision. Et là, on peut donc convoquer une affaire comme celle dont on parle là, que le pourvoi est suspensif. Or, qu'en est-il dans le cas d'espèce? Dans le cas d'espèce, il analyse et il dit que le pourvoi n'a pas un effet suspensif. En effet, faire en sorte que le débat dans ce dossier il faut donc faire en sorte que le dossier dans ce dossier continue. Donc, il est arrivé donc à cette conclusion que 1. On ne peut pas arriver à dire qu'il y a un problème de compétence, de conflit de compétences. Il n'y a pas un problème de contrariété, de décision. Il n'y a pas un problème un texte dit, pris par une juridiction avant 10 droits. Donc, toutes ces questions n'étant pas réunies, pour lui, donc, le pourvoi n'est pas suspensif. Donc, que le pouvoir n'a pas d'effet suspensif et qu'il demande au tribunal que les débats se poursuivent dans le dossier. À ce niveau-là, on a suspendu la séance. Le président a décidé de suspendre la séance. Et à 15h12, le tribunal
par mention, a constaté qu'en l'espèce, aucune, c'est la première décision qu'ils ont prise hier, a constaté qu'en l'espèce, aucune exception préjudicielle n'a été soulevée. Et il a constaté que l'arrêt de la Cour d'appel n'est pas un arrêt avant dire droit. Donc, par conséquent, le tribunal ne peut renvoyer une affaire sur la base des arguments irrecevables, en fait. Il a donc rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. Kemoun au départ, et le tribunal a ordonné la continuation des débats. C'est à ce niveau-là que le président du tribunal, le commissaire du gouvernement a repris la parole pour dire qu'il y a un autre point important à évoquer. Et ce point concerne les conclusions de Maître Mouni du 15 avril 2024 sur quelque chose de fondamental que le tribunal devrait évacuer avant la suite des débats. Donc, la qualité des parties civiles ou de civilement responsables de l'État. Quelle est la partie, quel est le statut, quelle est la qualité que l'État devrait revêtir dans ce procès? Est-ce qu'il est partie civile ou bien il est civilement responsable? Pour lui, donc, il fallait retirer la qualité de partie civile à l'État. Car si un agent public agit, c'est l'État qui en répond. Et il a convoqué aussi bien la loi sur la loi de 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs que le décret portant statut de la fonction publique. Donc, il a demandé que le tribunal constate que l'État est par principe civilement responsable des actes commis par ses agents et constate que la position de l'État aux côtés des autres parties. Donc, il ne faut plus qu'on mélange, on confonde qu'il y ait cette confusion entre le statut de l'État comme civilement responsable et le statut usurpé de l'État, parce que c'est moi qui parle là, qui usurpé de l'État comme partie civile. Il faut, d'après le commissaire du gouvernement, retenir que l'État est civilement responsable. Et là, effectivement, ça rejoint les positions. D'ailleurs, c'est Mme Bouni qui avait pris cette position. Mme Bouni qui est l'avocat d'Angwe. Il a dit qu'effectivement, les agents de la DGE, les agents sont des agents de l'État du Cameroun. On ne devrait pas, l'État du Cameroun, la DGE ne devrait pas venir là, maintenant pour dire qu'ils se constituent partie civile. Ils veulent les dommages et intérêts. Parce que ça veut dire que ça n'a pas de sens. On ne peut pas être juge et partie dans un même procès. On ne peut pas parler de préjudice subi par l'État pour évoquer déjà la qualité de partie civile si l'État du Cameroun, le code de procédure pénale, en son article 73, ne le permet pas. En fait, les développements ont porté sur la question plus tard de comment l'État, s'il veut réclamer quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Le combattant Tchunga, à ce niveau-là, a dit qu'il est content de la demande de clarification. Parce que pour lui, c'est dangereux ce que l'État du Cameroun est en train de faire, ce que la DG est en train de faire, parce que dans leurs conclusions, dans les conclusions qu'ils ont envoyées à la Cour suprême pour demander le pourvoi, pour se pourvoir en Cour suprême, ils ont convoqué ce statut de partie civile. Et ils ont modifié certains des éléments de l'accusation. Les gens sont en train de faire disparaître des preuves, d'après lui. C'est-à-dire qu'à la DGRE, il y a eu des perquisitions et là, les gens sont en train de perturber, de falsifier les preuves. Et le fait que la DGRE veuille se constituer partie civile, justement, c'est pour continuer de faire disparaître les preuves. Donc, dans le système accusatoire qui est le nôtre, le président n'instruit pas, il arbitre entre les parties. Il y a donc des perquisitions, il y a eu des scellés qu'on doit amener au procès et ça doit être fait. Or, là, ils veulent disparaître les preuves. C'était clair, il a dit, ils veulent faire disparaître les preuves. Maître Calvin Job demande, qui est de l'autre côté, demande copie des mentions du tribunal
de ce jour pour éventuellement, j'imagine que ce pouvoir, je ne sais pas où, et que le tribunal reconnaît l'État comme civilement responsable. Donc il est d'accord avec cette posture-là que l'État soit tenu civilement responsable. Mais il y a un autre avocat qui est venu dire, mais parmi les accusés de l'assassinat de Martinez Nzouko, il y a certes les agents de la DGE, mais il y a aussi les autres qui sont des civils. Comment faire? Par la suite, donc, mettre les avocats de l'État du Cameroun. Bon, là, ça a été un peu plus fluide parce que ils ont les avocats les conseils de l'État du Cameroun ont tout fait pour démontrer que ils doivent se pourvoir, ils doivent obtenir le statut de partie civile en mobilisant un ensemble de littérature, un ensemble d'arguments là favorables à la constitution de l'État comme partie civile. Bref, ça a été un peu alambiqué, mais ça donnait l'impression d'être pertinent. Mais à la fin, donc, le président a suspendu l'audience. Et vers 17h20, 2 minutes, il a repris l'audience et il s'est prononcé donc sur la qualité de l'État du Cameroun. Et à ce niveau-là, le président du tribunal donc, a fini par statuer sur cette question, deuxième question de la journée. Je vous rappelle, la première question était de la journée, est-ce que, puisqu'ils sont pourvus à la Cour suprême, est-ce qu'on suspend le débat? La question a été réglée et ils ont dit non, on ne suspend pas les débats. Le pouvoir n'est pas suspensif, on continue. La deuxième question de la journée, c'était est-ce que l'État peut se défendre comme réclamant des dommages et intérêts comme partie civile? Et le tribunal donc a constaté que les conseils et le ministère public contestent cette qualité-là. Par conséquent, le tribunal, en vertu des articles 26, alinéa 1 du décret 94/99 du 7 octobre 1974, je crois, portant statut général de la fonction publique, l'État du Cameroun est civilement responsable. Voilà, c'était la décision du tribunal. Donc, le procès a été renvoyé au 9 septembre prochain pour que tous les accusés aient leurs avocats et qui est la suite des débats. On ouvre les débats. Voilà donc en quelque sorte la journée très difficile que nous avons eue hier. C'est pourquoi je suis même un peu fatigué avec d'autres choses que j'ai fait. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit point. C'est pas évident. Excusez pour la qualité et pour les notes qui ont été prises. Je vous assure que c'est 20 pages de notes, donc c'est pas évident, c'était pas évident. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je tenais à vous dire quand même quelque chose. Je n'interprète pas le procès, mais je dis ce qui se passe. Dans cette affaire-là, vous savez depuis le départ que c'est mon droit. Lorsque je suis fondé, lorsque j'ai les éléments qui me permettent dans ma conscience de juger que l'affaire-ci doit aller dans tel sens, je ne m'en prive pas. Martinez Nzouko a été assassiné. Oui. Par la DGRE, oui. Mais on ne sait pas comment c'est passé, on ne sait pas qui l'a fait. Mais tout ce qui s'est passé avant cela, j'ai dit ça dans les interviews que j'ai données hier, où des gens ont pris sur eux de faire une grande machination pour orienter l'affaire chez Amadou Blinga en disant comment, en mobilisant tous les faux lanceurs d'alerte là, les maîtres chanteurs là, les Remingon, les Paul Chouta, toute la bande là, même la garce de Paris, hein, qui se prend pour la plus grande intellectuelle du pays, du village. Ils ont mobilisé un ensemble de dispositifs pour accuser Amadou Blinga. Nous, je suis champion des crimes, des enquêtes impossibles. Mais on n'a jamais vu, dans une enquête, on a toujours vu comment on explore toutes les pistes. Mais non, on a dit, non, on a arrêté depuis au départ que c'est Amadou Blinga. On a arrêté depuis au départ que c'était dans les meubles camps.
On a arrêté depuis le départ que c'est tout une souhait. Le beau-père qui, à côté de sa maison, on l'a tué, on a passé sur le côté, c'est sûrement lui. On a arrêté depuis le départ que Reporters sans frontières a dit ceci. On a retenu depuis le départ, Equinox s'est versé sur Amoblinga. On a retenu depuis le départ que le ministre Laurent Esso avait dit finissez le travail. Voilà les éléments qui prouvent que cette affaire est bâclée. On a arrêté depuis le départ, on a décidé depuis le départ d'arrêter toute la famille de Amoblinga, femmes, enfants, beau-père, beau-fils, on a tout fait. Mais à la fin, qui s'est soucié de savoir qui a réellement tué Martinez Zogo? Personne. Qui se soucie de savoir ce que Martinez Zogo a fait avec qui? Personne. Qui se souciait de savoir où est-ce que Martinez Zogo travaillait? Personne. Qui se souvenait si par hasard des gens là où il travaillait ne sont pas rentrés en complicité avec ces assassins? Personne. Qui s'est soucié de poser la question à qui profite le crime? Personne. On a juste dit que c'est Amour Boulinga. C'est pourquoi il dit Amour Boulinga doit être élargi. Qui s'est soucié de savoir même est-ce que Sikati Kamoy a libéré Amour Boulinga? Personne. Or, les avocats d'Amour Boulinga ont eu le dossier authentique et dont ils disent maintenant que on a retiré la décision du colonel Sikati, on l'a retiré du dossier. Alors qu'eux, ils ont l'original. Vous imaginez jusqu'où c'est dangereux. Vous imaginez jusqu'où c'est terrible ce que nous vivons. On accuse un monsieur parce qu'il a une grande gueule. Oui, il a l'argent, vous voulez qu'il n'engueule pas. Vous dites non, les autres qui ont l'argent ne parlent pas. Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Parce qu'il a la grande gueule et parce qu'il fait ombrage à ceux qui veulent accaparer tout dans un pays. Vous avez décidé de sa mort, sa mise à mort. Vous avez dit qu'il m'a donné 10 millions. Hier, Paul Juta a écrit que il me donne les miettes parce qu'il est dans mon groupe WhatsApp. Il part raconter que j'ai dit que actuellement là, de temps en temps, les hommes me donnent. Est-ce que je refuse? Mais le vrai jour qu'il va me donner même les 10 millions là, je vais aussi vous dire que voilà les 10 millions que vous disiez qu'il m'a donné. J'attends le jour là. Le jour qu'il me donne les 10 millions là, vous êtes mort. Le jour où les hommes là me donnent les 10 millions là, je vais dire que non, ne me donne pas ça en coupure de 10 000. Je vais lui donner ça en coupure de 5 000 parce qu'on m'a dit que tu m'as donné ça en coupure de 10 000. J'ai failli crépasser, j'ai failli mourir parce que la bande, la mafia, MRC, Basse, a orchestré ma mise à mort médiatique. Parce que j'ai osé mettre en doute l'argument suivant lequel c'est Amour Boulinga qui a tué Martinez Zogo. Et tout porte à croire que j'avais raison. Regardez, nous en sommes où maintenant? Nous en sommes où? Donc, me donne les miettes. Il me donne les miettes. Attendez. Vous m'avez donné, j'ai refusé. Je refuse là, je dois refuser. Mais je ne vais pas refuser pour lui. Parce que dans le cas d'espèce, je vais travailler à ce que la vérité sorte. Sans même que j'ai vu son OK. Depuis le début, je disais mes choses, je partais en clandestinité, j'ai risqué ma vie. Donc si tu défends un homme comme ça, et qu'il pense te donner ce que Paul juste a dit là, les miettes, mais tu prends en attendant qu'il donne le vrai argent. Vous n'êtes qu'au début. La vérité de cette affaire va sortir parce que personne ne se soucie qui a tué Martinez Zogo. Oh, retournement de verse, oh, machin. C'est vous qui mangez avec les gens du gouvernement. C'est vous qui vous faites financer par la présidente de la République. C'est vous qui êtes manipulés par les gens du gouvernement. Mais vous êtes les premiers à donner la morale, faire des leçons de morale aux gens. C'est fini avec moi et vous. C'est fini. Je le dis calmement. C'est fini. C'est fini parce que j'ai compris que vous ne travaillez pas pour la vérité. Vous ne travaillez pas pour la justice. Vous ne travaillez même pas pour l'unité nationale. Ni encore moins pour le vivre ensemble. Vous travaillez pour vos aspirations villageoises,
pour vos intérêts villageois, pour votre petit nombril, pour l'accaparement de tout ce que vous pouvez avoir. Et la chance que vous avez justement, c'est ça. C'est parce que Biya vous donne la latitude de prendre tout. De prendre tout. Parce que les gens de Biya sont rentrés en complicité avec vous pour tuer le pays. C'est ça. Nous en sommes à ce niveau-là. Ils sont partagés avec vous des pans entiers de notre économie. Ils sont partagés avec vous les pans entiers de notre vie politique pour narguer les autres. Pour narguer les écrans. C'est ce qu'on appelle les écrans. Donc je ne dis même pas si fan. Mais donc je comprends maintenant l'importance de défendre la cause des plus faibles. Parce qu'en réalité, le philosophe ne doit défendre que la cause des plus faibles. Et les plus faibles maintenant, c'est ceux qui sont opposés à vous. Ceux qui sont opposés, ceux qui défendent la vérité. Ceux qui se soucient de la vérité. Les gens ne se sont même pas souciés. Ils sont seulement en train de faire le chantage avec le nom de Martinez Hugo. Pour avoir plus, encore plus, encore plus. Ils ont manigancé avec le pouvoir, avec ceux qui ont tué Martinez Hugo. Maintenant, ils se retrouvent en Europe et ils font faire le cinéma des libérateurs. Vous n'allez libérer personne. Vous ne pouvez même pas libérer vous-même de votre haine, de votre tribalisme. Vous n'êtes pas capable d'être même lucide. Un minimum. Vous vous gambadez partout là, courant derrière Biya. Biya vous a tout donné. Tout. Biya nous a donné quoi? Il vous a tout donné. Il a vendu le pays à vos lobbies. Maintenant, vous vous gambadez là, vous allez le courir derrière lui partout à Genève. Vous faites comment, quoi là? Je disais souvent ça à mes collègues, à certains qui étaient avec moi là-bas en Belgique, que vous courez derrière ce type-là, vous courez derrière. Mais non seulement il est dépassé par ces gens, mais en plus, je ne le défends pas, mais je le critique, vous le savez. Mais en plus, je comprends que vous n'êtes pas sincère. Vous manquez de sincérité. Les soi-disant combattants, ils ont combattu. Vous combattez quoi? Vous ne combattez rien, vous ne combattez que pour votre village, pour vos petits villages, pour votre villageoisie. Vous combattez pour votre villageoisie. Vous voulez intimider qui? Vous voulez intimider qui? J'ai dit qu'un Mourbling va sortir. Il va sortir parce que vous ne vous préoccupez même pas de... D'ailleurs, c'est mon frère, Martinez. C'est mon frère. Oui, ça m'a fait beaucoup mal. C'est pourquoi j'ai pris sur moi de convoquer, d'organiser ce qui s'est passé sur son lieu de mort. Qui l'a fait? Vous croyez que quelqu'un m'a instruit de le faire? J'ai pris des risques. Il y avait des hélicoptères qui surveillaient la zone. On savait que c'est moi qui ai organisé ça. Mais vous avez quel courage, mais d'abord, vous avez d'abord courageux des faux types comme ça. Vous voulez faire la morale aux gens. Regardez-moi des chiens comme ça. Vous arrêtez les petits gens en Europe, là, vous commencez à les tabasser. Et c'est avec ça que vous voulez libérer le pays. On vous dit que c'est pas comme ça. Essayons de faire comme ça, comme ça. Non, tu as retourné le veste. Tu as fait ici des malhonnêtes. Vous voulez faire la morale aux gens. Moi, tant que vous n'allez pas changer, ce sera la guerre. Et ça va. Attendez, 2025, ça arrive bientôt. Je ne dis pas diable ce qu'il va faire. Des gens foncièrement autistes, on leur parle, ils ne comprennent pas. On ne peut pas organiser tout un affaire. Regardez ce qui se passe au cinéma. Maintenant, ils m'appellent tous les jours. On n'a pas la prime. Quand je combattais ça, ils étaient derrière. Ils disaient, oh, fils de l'homme, tu es un grand docteur. Tu es un grand libérateur. Mais après, quand il y a eu les élections, ils ont pris leur frère Ndop, avec Abia Ndop. Ils ont commencé. Ils ont tous les postes au cinéma. Tous les postes, SG, secrétaire général en ceci, c'est eux. Secrétaire général en ceci, c'est eux. Ils accaparent tout. Mais ils veulent qu'on dise qu'on lutte pour le peuple. Quel peuple? Vous luttez pour quel peuple? Quand on leur a discipliné un peu vos envies, ils veulent arracher les terres partout. Non, ça va créer d'autres machins. Et si on peut discipliner, non, c'est vous-même qui nous donnez, non. C'est les gens, c'est bon, sont vos frères. Mais alors, si vous le font, mais si vous avez l'objectif que on doit vraiment vivre en temps, vous ne pouvez pas discipliner vos envies. Quand on va dire, oh, Claude Abbé, c'est un tribaliste. Oh, Nké, c'est un tribaliste. Quand on vous rappelle le bon sens. Non.
Vous n'allez pas continuer. On n'a pas peur des étiquettes. Dites ce que vous voulez. Mais vous allez souffrir maintenant quand vous dites aussi les vérités. Vous allez souffrir. Comme vous n'aimez pas la vérité, vous allez souffrir. Bon, est-ce qu'il y a une question avant qu'on puisse terminer? Le salopard qui dit là que alpha béton, là, que tu n'aimes pas, tu pètes les plombs. Tu sais comment les philosophes pètent les plombs. Tu as dit, tu sais que tu as pété les plombs et puis ça me fait quoi? Tu crois même d'abord la philosophie. Voilà, bah. Est-ce qu'il y a une question? Je vais répondre avant de mettre la clé sous passant. Vous n'avez pas de questions? Oui, parce que l'intérêt supérieur de la nation. Mais l'intérêt supérieur de la nation, d'abord, c'est quoi chez vous? L'intérêt supérieur de la nation, qui doit défendre l'intérêt supérieur de la nation? L'intérêt supérieur de la nation, c'est la vérité. L'intérêt supérieur de la nation, c'est quel intérêt? C'est l'intérêt du village? C'est quel intérêt? L'intérêt, c'est la vérité. L'intérêt général, c'est quoi? C'est que les gens ne soient plus tués comme ça et qu'on sache qui a tué. Mais on ne pose pas la question qui a tué. On sait dire que non, c'est un Mourbelinga. Parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'il a un télé, il nous fait ombrage. Il faut qu'il tombe en faillite. Comme ça, on dit que non, c'est nous. Non. Non. On ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, monsieur Noah, bonsoir. Non? N'est-ce pas, vous avez découvert un mot, le tropisme éthique. Regardez-moi celui-ci. Un villageois, je ne sais pas d'où bien de là-bas. Tu es déçu, tu m'as payé pour que je sois le vecteur de votre hégémonie tribale. Imbécile. On parle de la haine du MSC contre Eto. Voilà, je ne sais pas comment les gens peuvent comprendre qu'ils ont tout. Quand ils sont en guerre contre quelqu'un, tout est possible pour que. Non, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre émerge. Hein? Comment vous pouvez vous acheter comme ça? Supposez faire le faire parce que vous voulez que ce soit un jita. Toujours d'un gars du village. Tu la logique du village, des villageois. C'est quoi? Mais changeons quand même. Vous pouvez pas faire la morale à Bia et à sa bande de satanistes. Et vous voulez que les. Et vous voulez, si vous voulez prendre au pouvoir, vous allez faire comment? Il faut que tout le monde soit tué pour que Kamto soit là. On ne doit pas entendre parler de tout parce qu'il fait un bras à Kamto. Non, quand même. Non. T'es ça, machin, villageois là. Je vais te bloquer tout à l'heure. Je vais te bloquer. J'ai fini d'abord de répondre aux vrais gens. Non, les gens veulent seulement dire que non, c'est eux qui sont les saints. Non, nous les Bamileke, on doit faire ici. Nous le Bamipoa, nous les. Mais c'est quoi ça? Mais et ils n'ont même pas. Aucun scrupule, quand même. Mais il faut se discipliner. Vous croyez que moi je m'attaque à mes gens? Ça ne me dit rien. C'est seulement. C'est vous qui devez avoir le privilège de ne pas être attaqué. Non, non, je vais vous attaquer, mais cette fois-ci plus que mes gens même. Vous comprenez, non? Moi, je ne vous ai pas invité dans mon direct. Je ne sais pas où vous faites vos directs. Vous n'avez jamais ouvert dans votre direct. Daniel passe là. J'ai été bloqué tout à l'heure. Vous tous là. J'ai déjà bloqué des milliers. Vous savez, vous-même, vous savez. Ils vont pleurer ailleurs. Tous ces gens, quand ils veulent y rentrer dans les messages, lire les messages, je vais vous bloquer, vous tous. Parce que vous n'avez aucun niveau pour comprendre. Je traite avec les gens qui comprennent, qui peuvent se sacrifier, qui peuvent se faire violence. Mais vous ne voulez pas vous faire violence. Vous voulez seulement montrer que vous êtes trop bons, les meilleurs. Je vais vous bloquer d'abord. J'ai déjà bloqué les milliers. Ça va continuer. Mon frère, on parle des assassinats le matin. Ils ne sont pas dans les grands.